a technical problem. We can give the floor to Vincent Forêt. Il y a un problème technique, nous allons donner la parole à Vincent Forêt. À Vincent Forêt, directeur du plaidoyer Euromed Droit, en attendant que nous réglions le problème technique avec Monsieur Zadoudi. Monsieur Forêt, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et merci à la sous-commission droit et aux autres délégations concernées pour cette invitation. Donc je représente effectivement une organisation qui s'appelle Euromed Droit, Euromed Rights en anglais, qui est un réseau de 65 organisations de défense des droits humains basées sur les deux rives de la Méditerranée. Ce qui fait que quand nous intervenons, nous apportons cette voix euro-méditerranéenne dans le débat public. Et nous suivons, comme vous pouvez l'imaginer, de très près la politique européenne de voisinage de l'Union européenne. Et c'est pourquoi nous avons, la veille de la publication par la Commission et le représentant, la veille de la publication de cette communication conjointe, nous avons publié notre propre communication parallèle que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la liste des documents pour cette réunion. Et dans cette communication parallèle, nous avons présenté une série de priorités que nous aurions aimé voir dans cette communication, et certaines sont reprises, pas d'autres, et aussi une série de recommandations autour de thématiques telles que les droits économiques et sociaux, les droits des femmes, les droits des migrants et des réfugiés, et ce qu'on appelle l'environnement propice à la société civile indépendante dans la région. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces thématiques, de ces recommandations, je suis à votre disposition après mon intervention et après l'intervention du dernier intervenant, par rapport à des recommandations plus spécifiques. Je voudrais plutôt faire 3 remarques générales et 3 recommandations principales, et générales également. Première remarque, et ça a été dit par le tout premier intervenant lors du panel, le premier panel, c'est on ne peut que se féliciter de l'existence de cette communication conjointe. Vous savez que la politique européenne de voisinage, et cela a été dit également, penche fortement vers le voisinage oriental. Et je dirais que le voisinage méridional, s'il n'est pas totalement oublié, c'est un peu le parent pauvre quand même de la politique européenne de voisinage. Deuxième remarque, c'est que la première priorité que vous trouvez dans la liste des priorités de la communication conjointe porte sur le développement humain, la gouvernance et l'état de droit. On peut s'en féliciter. Malgré tout, quand on lit cette communication conjointe de manière transversale, on ne peut pas s'empêcher de penser que les véritables priorités sont ailleurs, c'est-à-dire les enjeux économiques, les enjeux commerciaux et les enjeux de transition. Et quand je dis transition, je fais référence à la transition écologique et à la transition numérique. Donc ça reste très dominant, ces enjeux-là. Alors que pour nous, c'est très clair, les droits humains, la bonne gouvernance, la démocratie sont en fait le socle sur lequel des échanges peuvent se baser, y compris des échanges économiques, puisqu'on sait que la corruption est dans certains pays endémique. Troisième remarque, et cela a été dit aussi auparavant, on ne peut pas nier le fait que la région est déchirée par une série de conflits. Des conflits ouverts, plus ou moins ouverts. Je voudrais évidemment la Syrie, le conflit israélo-palestinien, le conflit en Libye, ou la question qui a été citée du Sahara occidental. Donc on ne peut pas faire des échanges avec les pays partenaires du Sud comme si cette problématique des conflits, de la paix et de la sécurité n'existait pas. Et comme ça a été dit encore, il y a assez peu d'engagement de l'Union européenne dans cette communication. Évidemment, c'est une communication qui relève du soft power de l'Union européenne, on ne s'attendait pas à autre chose, mais la référence unique aux efforts des Nations unies, au fait que l'Union européenne est capable de mettre autour de la table des protagonistes, et la référence à la coopération en matière de sécurité, c'est un peu faible. Et par rapport à la coopération en matière de sécurité, c'est assez problématique avec des pays que l'on dit difficiles, en tout cas qui ne sont pas connus pour être les plus grands promoteurs des droits humains dans la région. Maintenant, 3 remarques générales. La première, c'est évidemment que cet agenda pour la Méditerranée va se traduire dans des accords de partenariat, qu'on appelle les priorités de partenariat. Certains sont arrivés à échéance en fin 2020, ils sont prolongés jusqu'en 2021, et donc des négociations vont avoir lieu entre l'Union européenne et une série de pays partenaires. Pour l'instant, les priorités de partenariat qui existent concernent, à ma connaissance, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, la Jordanie et le Liban. C'est assez frappant de voir, même si ce n'est pas totalement étonnant,
c'est assez frappant de voir qu'aucune de ces priorités de partenariat ne fait référence au plan d'action de l'Union européenne sur les droits humains et la démocratie. Alors que la communication conjointe sur la Méditerranée et la révision de 2015 de la politique européenne de voisinage fait bien mention du plan de l'Union européenne. Mais on peut le comprendre parce que ce sont évidemment des documents qui sont approuvés par les deux parties. Donc peut-être faire référence au plan d'action comme étant le socle pour ce partenariat, c'est pas évident pour les pays partenaires, mais tout de même. Donc la première recommandation, c'est évidemment que la question du rétrécissement de l'espace pour la société civile dans les pays partenaires soit clairement et mieux indiquée dans ces priorités de partenariat, et également le respect de l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième recommandation générale, à côté de ces priorités de partenariat, il va y avoir une enveloppe financière qui vont les accompagner, issue du nouvel instrument de voisinage, de coopération développement et de coopération internationale. Donc deux recommandations, sous-recommandations là, c'est évidemment le soutien pratique aux organisations de la société civile, avec un accès facilité aux différents programmes, et je pense évidemment au programme sur les droits humains et la démocratie, et sans restriction excessive. Deuxième type d'appui, c'est le soutien politique aux défenseurs et défenseuses des droits humains en danger, sans qu'ils ne craignent de représailles parce qu'ils ou elles sont en contact avec le Parlement européen, avec l'Union européenne ou avec les mécanismes des Nations unies. Enfin, je termine par cela, même s'il y a un engagement dans la communication conjointe de considérer la société civile, les partenaires sociaux comme des interlocuteurs clés dans l'élaboration et le suivi de la coopération avec les pays partenaires. Encore une fois, quand on lit la communication conjointe, on a plutôt l'impression que la société civile est perçue comme un bénéficiaire, plutôt qu'un partenaire prédominant. Encore une fois, on peut le comprendre. Je veux dire, un agenda pour la Méditerranée porte essentiellement sur la coopération entre l'Union européenne et des États partenaires, et non pas des ONG en premier lieu. Donc on parle de pays partenaires avec lesquels on veut travailler en étroite collaboration, en supposant que ces partenaires ont des préoccupations communes et des intérêts partagés avec l'Union européenne, ce qui, de notre point de vue, n'est pas forcément le cas. Contrairement à la société civile indépendante, qui a besoin de ce soutien pratique et politique de l'Union européenne, d'où l'intérêt justement pour l'Union européenne, les États membres et leur représentation sur place évidemment, de traiter la société civile et leurs organisations comme des partenaires clés dans la coopération avec le sud de la Méditerranée. Voilà, merci.